Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 11 règles pour les crétins qui ont acheté une maison hantée. Vous avez vraiment fait une erreur cette fois-ci, n'est-ce pas? Vous avez trouvé une offre exceptionnelle pour une magnifique maison qui semblait presque trop belle pour être vraie. Et vous vous êtes précipité dessus. Et maintenant que vous avez emménagé, vous commencez à remarquer certaines anomalies. Vous savez de quoi je parle. Ces anomalies effrayantes qui relèvent du surnaturel. Des bruits dans la nuit. Des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules. Des hallucinations auditives, des voix et des chuchotements. C'est plus courant que vous ne le pensez, mais tout le monde ne se rend pas compte du danger. Ces signes pourraient être la preuve que des âmes perdues hantent votre propriété. Peut-être que la grand-mère précédente s'est immolée dans le grenier. Peut-être que votre cher vieux père est soudainement devenu fou et a repeint la maison avec le sang de ses enfants, ou que votre mère a essayé de séduire des démons dans le sous-sol. Si cela vous semble vaguement familier et que vous cherchez de l'aide sur le bon vieux Internet, vous êtes au bon endroit. Vous voyez, j'ai un ami. Enfin, j'avais un ami qui s'appelait Nathan. Il y a quelques mois, Nathan a trouvé une maison à vendre dans le sud de la Géorgie. Elle était nichée dans une zone boisée isolée, évidemment, juste à l'extérieur de Waycross. C'était un quartier historique, avec une vieille maison de style colonial, 6 chambres, 6 salles de bain, une clôture blanche et une douzaine d'hectares. La maison américaine de rêve par excellence, à tous égards. Le prix était incroyablement bas. Mais après avoir contacté l'agent immobilier, Nathan a découvert que le prix indiqué était bel et bien le prix demandé. Pour la plupart des gens, j'imagine que cela aurait suscité de sérieuses inquiétudes. Mais Nathan était un crétin. Le genre de crétin sûr de lui qui croyait que le machisme était essentiel pour surmonter tous les obstacles de la vie. Je sais qu'il n'est pas gentil de dire du mal des morts comme ça, alerte spoiler, mais j'essaie simplement de donner une image fidèle du genre de personne qu'était Nathan. Vous savez, le mâle alpha qui drague votre copine devant vous, passe sa vie à la salle de sport et se masturbe probablement devant ses propres selfies. Pour les gens comme Nathan, ami n'est qu'un autre mot pour renforcement de l'ego. Il était arrogant et se laissait souvent dominer par son orgueil. Sa femme Janelle était en fait mon ex-petite amie d'il y a peu de temps. Un peu vulgaire, mais pratiquement un top modèle. Ils avaient 2 enfants, Nathalie et Mason, qui étaient tous les 2 des putains d'enfants gâtés. Encore une fois, j'essaie simplement de donner une image honnête d'eux, dans l'espoir que nous puissions tous tirer des leçons de ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé à Nathan, j'y reviendrai plus tard, aurait pu être facilement évité s'il avait suivi quelques instructions simples. Après les funérailles, j'ai réfléchi à la question et j'ai réalisé que ce dont nous avons tous besoin, c'est d'un ensemble de règles à survivre si nous pensons que notre maison est hantée. Allez, commençons. Règle numéro 1. Lorsque vous cherchez à acheter ou à louer une maison, renseignez-vous toujours sur son histoire. Si une maison est proposée à un prix bien inférieur à sa valeur marchande, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une très bonne raison à cela. Nathan ne l'a pas fait et a pensé que ce prix inférieur à celui du marché était simplement un cadeau de l'univers, comme cela semblait souvent être le cas pour lui. Nathan a sauté sur l'occasion et en quelques semaines, lui et sa famille ont été autorisés à emménager. Je me suis porté volontaire pour les aider à déménager et pour être honnête, la maison était absolument magnifique. Au début, tout allait bien pour eux. Mais Nathan a rapidement commencé à remarquer des événements étranges. Cela a commencé par un bruit de coups qui semblait résonner dans la maison à des heures inhabituelles. Il disait qu'il n'arrivait jamais à déterminer d'où venait ce bruit, et qu'il ne semblait jamais provenir du même endroit 2 fois. Finalement, il a simplement mis cela sur le compte du tassement de la maison. Mais ce n'était que le début. Règle numéro 2. Faites confiance à votre instinct. Votre maison est le dernier endroit où vous devriez vous sentir mal à l'aise.
Si vous ressentez un sentiment de malaise qui ne semble jamais disparaître complètement, prêtez-y attention. C'est probablement votre subconscient qui essaie de vous avertir. Nathan a essayé d'ignorer ces bruits, a dit à sa femme que c'était normal ou que c'était le vent, et a réconforté ses enfants lorsqu'ils avaient peur. Il avait 2 chiens, Rusty et Sailor. Tous 2 étaient des labradors noirs et semblaient être devenus très anxieux après avoir emménagé. Nathan a fait de son mieux pour obtenir des médicaments afin d'aider les chiens à se détendre. Mais cela ne semblait pas beaucoup aider. Cela nous amène à la règle numéro 3. En plus de votre instinct, vous devez également faire confiance à vos animaux de compagnie. Les animaux ont un instinct bien plus développé que les humains, vous le savez. On dit que l'homme est la seule créature capable de sentir le danger et de s'y aventurer malgré tout. Les animaux, eux, ont un sens du surnaturel, en particulier les chiens et les chats. Si vous les voyez grogner sans raison apparente ou fixer constamment certains endroits de la maison, prêtez-y attention. Il y a de fortes chances qu'ils voient quelque chose que vous ne voyez pas. Nathan m'a raconté que Rusty, le plus âgé des 2 chiens, arpentait le couloir chaque nuit pendant des heures. Il disait que c'était comme s'il montait la garde. À plusieurs reprises, Rusty se mettait soudainement à aboyer et à grogner avec férocité. Nathan sortait dans le couloir, mais ne trouvait jamais rien. Il s'est inquiété pour Rusty et l'a emmené chez le vétérinaire, mais celui-ci a simplement confirmé qu'il était en bonne santé. Pendant ce temps, Sailor, le plus jeune des 2 chiens, dormait chaque nuit au pied du lit de Mason. Le pauvre garçon a rapidement commencé à faire des cauchemars qui le tourmentaient sans relâche, et Sailor semblait le sentir. Chaque fois que Mason se réveillait en hurlant, Sailor était là pour essayer de le réconforter. Ce qui nous amène parfaitement à notre règle suivante. Règle numéro 4. Méfiez-vous des cauchemars. Les jeunes enfants sont similaires aux animaux en ce sens qu'ils semblent plus sensibles à des choses que les adultes ne perçoivent pas. Cela peut être difficile car les cauchemars ont de nombreuses causes profondes, telles que l'anxiété, la dépression et d'autres maladies mentales. Le signe révélateur est que votre enfant commence à en faire un peu trop après son arrivée dans votre foyer. Le pauvre Mason faisait des cauchemars absolument horribles qui le tourmentaient nuit après nuit. Il parlait souvent de l'homme flou qui venait le voir pendant son sommeil et lui murmurait des choses terribles. Il disait même qu'il voyait parfois cet homme flou lorsqu'il était éveillé, mais jamais plus qu'un bref aperçu, et toujours dans l'ombre ou dehors dans les bois. Nathan et sa femme craignaient que Mason ne soit schizophrène, mais plusieurs médecins ont confirmé que ce n'était tout simplement pas le cas. Ils ont essayé de donner à Mason des somnifères, divers compléments alimentaires et brûler de l'encens pour l'aider à dormir plus paisiblement. Cela a fonctionné pendant un certain temps jusqu'à ce que Nathalie commence à en faire autant. Règle numéro 5. Essayez de déterminer à quel type d'esprit vous avez affaire. Si vous voyez des flashs d'un petit enfant courir dans les couloirs la nuit ou des orbes tourbillonner dans les airs, il y a de fortes chances que votre voisin éthéré soit plutôt bienveillant. Certaines personnes découvrent même qu'elles apprécient plutôt la vie avec un colocataire spectral et trouvent ses pitreries plutôt intéressantes. La plupart des gens croient que les esprits qui décèdent avant d'avoir accompli ce que leur âme désirait restent coincés dans une sorte de purgatoire. Beaucoup sont effrayés, confus et en colère, mais certains, principalement les jeunes enfants, semblent parfois presque jubilatoires. La plupart d'entre eux sont dérangeants mais tout à fait inoffensifs. Mais il existe aussi d'autres esprits. Règle numéro 6. Si vous ou un membre de votre famille présentez des ecchymoses, des coupures ou des lésions inexplicables, ne les prenez pas à la légère. Cela devrait vous alerter, et c'est très mauvais signe. Si vous avez l'impression d'être attaqué pendant votre sommeil et que vous vous réveillez avec des égratignures ou des blessures inexpliquées, quittez immédiatement la maison, sincèrement. Un esprit malveillant capable d'infliger des blessures physiques n'est pas à prendre à la légère.
il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un démon. Et honnêtement, c'est le meilleur scénario possible. D'autres entités pourraient être également responsables. Elles sont très rares, mais si vous les rencontrez, j'ai bien peur que même mon ensemble de règles pratiques ne suffisent pas à les arrêter. Nathalie et Mason ont subi de multiples égratignures, blessures et même quelques ecchymoses qui ressemblaient presque à des marques de morsure. Janelle, la femme de Nathan, a également été victime de ces attaques. Les enseignants des enfants à l'école ont commencé à s'en apercevoir et se sont inquiétés pour leur sécurité. Évidemment, leur première pensée n'était pas d'ordre paranormal, mais plutôt que les enfants étaient maltraités à la maison. Ce n'est que lorsque les services sociaux ont menacé de lui retirer la garde de ses enfants que Nathan a finalement accepté de les faire déménager. Janelle et les enfants ont emménagé chez sa mère, à quelques heures de route, et Nathan s'est retrouvé seul dans la grande maison avec ses 2 chiens. Règle numéro 7. Informer les gens de ce qui se passe. Oui, je sais qu'il peut être intimidant d'avouer à un ami proche que vous pensez que votre maison est hantée, mais c'est généralement préférable aux autres options. Le monde moderne prend rarement ces affirmations au sérieux. Nous mettons des fantômes dans les films et les jeux vidéo, mais quand quelqu'un prétend en avoir vu un, nous ne sommes pas prompts à le croire. La technologie et la science nous ont amenés à croire que nous sommes en parfaite sécurité. C'est une erreur de notre part, mais c'est un sujet pour un autre jour. C'est une autre règle que Nathan n'a pas respectée d'ailleurs. Plus la situation empirait pour lui et sa famille, plus il s'isolait. À plusieurs reprises, il a appelé la police pour signaler qu'il pensait que quelqu'un s'était introduit chez lui, mais celle-ci n'a jamais trouvé de preuves. Finalement, elle l'a même inscrit sur une liste noire et l'a averti que tout nouveau contact entraînerait des poursuites judiciaires. Plutôt que de parler à ses parents, à son frère ou à ses amis de ce qui se passait, il s'est renfermé sur lui-même. Il est devenu agité et paranoïaque, refusant parfois de répondre aux appels et aux SMS de ses proches. Il a simplement coupé le contact et les choses n'ont fait qu'empirer. Les règles numéro 8 et numéro 9 appartiennent en quelque sorte à la même catégorie, même si l'une est un peu plus extrême que l'autre. Règle 8. Si vous soupçonnez qu'il se passe quelque chose, il n'y a pas de mal à effectuer un nettoyage. Comme je l'ai dit plus tôt, le monde moderne n'a guère le temps de s'intéresser à la notion de fantôme et de surnaturel, mais cela ne devrait pas vous dissuader. Si vous n'êtes pas sûr que votre maison soit tentée ou non, un nettoyage de routine peut faire des merveilles. Je suis prêt à parier qu'il y a des médiums et des prêtres dans votre ville qui peuvent s'en charger. Même si vous ne trouvez personne dans votre région, vous pourrez toujours aller sur Internet et trouver des instructions par vous-même. Ce n'est pas aussi efficace, mais c'est mieux que rien. Nous arrivons donc à la règle numéro 9. Si vous vous sentez vraiment en danger, demandez à quelqu'un de pratiquer un exorcisme. C'est une mesure que personne ne souhaite prendre, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Les prêtres et les chefs spirituels sont les personnes à contacter pour ce genre de choses. Même si vous n'êtes pas croyant, ces personnes savent vraiment comment vous aider. Certaines preuves indiquent que Nathan a tenté de le faire, mais on ne sait pas exactement pourquoi cela n'a pas fonctionné. Peut-être a-t-il douté de lui-même et pensé qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Ou peut-être son ego a-t-il repris le dessus. Nathan avait recueilli des preuves pendant un certain temps et avait accumulé toute une série d'indices. Il avait des enregistrements audio de coups sur les murs et des bruits de pas dans le grenier. Il avait pris plusieurs vidéos, mais aucune d'entre elles ne montrait vraiment quoi que ce soit. À l'exception de la dernière, mais à ce moment-là, il était trop tard. Dans son journal, il écrivait également qu'il avait vu à plusieurs reprises des objets lévités dans la maison, mais malheureusement, il n'avait aucune preuve enregistrée de cela. Règle numéro 10, la plus importante. Quoi que vous fassiez, n'essayez pas de provoquer l'esprit. Cela devrait aller de soi, mais défier l'esprit avec colère ou le mettre au défi de se manifester est une très mauvaise idée. Mais comme vous l'avez peut-être deviné, Nathan et son flux illimité de testostérone ont décidé de faire exactement ça. Un soir, il s'est saoulé
et a commencé à ruminer tout ce qui s'était passé. Nathan a toujours été sceptique, mais même lui ne pouvait ignorer l'impact psychologique sur sa famille, qu'il soit imaginaire ou non. Il s'est rendu compte que ses relations avec ses enfants et sa femme étaient très tendues, et que sa nouvelle maison était devenue un lieu hostile. Cela a rendu Nathan très en colère. Nathan se leva donc, et cria dans sa maison vide pour que l'esprit se manifeste et lui fasse face. Il ne fut accueilli que par le silence, alors il cria à nouveau. L'esprit ne répondit jamais à son appel. Après quelques défis verbaux supplémentaires, il éclata de rire, se trouvant probablement ridicule. Apparemment, tous ceux qui regardaient ne partageaient pas son avis. Nathan réussit à se traîner jusqu'à son lit peu après et s'endormit profondément en quelques minutes. Il avait installé une caméra de sécurité dans sa chambre dans l'espoir d'obtenir des preuves, et cette nuit-là, il trouva quelque chose. Vers 2h13 du matin, on voit Nathan commencer à s'agiter dans son sommeil sur la vidéo de sécurité. Il grogne et parle brièvement, mais ses mots sont inintelligibles. Soudain, ses yeux s'ouvrent grands dans son lit et il commence à regarder autour de lui. Nathan semble lutter, mais son corps ne bouge pas. On pense qu'il souffrait d'un épisode de paralysie du sommeil qui l'a temporairement immobilisé. Ses yeux continuent à parcourir rapidement la pièce. Puis quelque chose se produit que personne parmi ceux qui ont vu la vidéo ne peut expliquer. La porte de la chambre s'ouvrit lentement, mais l'obscurité du couloir était totale. La poitrine de Nathan se mit à halter frénétiquement et ses yeux s'écarquillèrent. Quelque chose bougeait alors dans le couloir. On aurait pu croire à un effet d'optique, mais une main apparut soudainement. Elle était noueuse et grêle, comme le membre difforme d'une créature abyssale. La silhouette traversa lentement le seuil de la porte. Grande et sombre, elle effleura presque le haut du cadre de la porte. Elle n'avait pas de traits distinctifs, apparaissant seulement comme un individu humanoïde encapuchonné. Pas d'yeux ni de visage, juste une ombre incarnant les cauchemars les plus profonds de Nathan. On entendait le pauvre Nathan marmonner et gémir frénétiquement. Mais dans son état de paralysie, il était incapable de se défendre ou de s'enfuir. Il ne pouvait rien faire d'autre que regarder avec horreur cette chose s'approcher de lui. Elle s'arrêta au pied de son lit et le fixa pendant environ 1 minute. Nathan continuait à hyperventiler et ne semblait pas cligner des yeux une seule fois pendant toute cette épreuve. La chose finit par s'approcher. Elle se pencha alors à quelques centimètres seulement de son visage et sembla murmurer quelque chose. Le son était trop faible pour être capté par le micro de la caméra, mais il va sans dire que cela ne rassura pas Nathan. Soudain, la créature frappa avec ses mains tordues, serrant comme des pitons autour du cou de Nathan. Paralysé, il ne pouvait même pas lutter contre son agresseur enveloppé dans un linceul. En moins d'1 minute, la poitrine de Nathan cessa de bouger et ses yeux se fermèrent. L'entité retira ses mains et se contenta de le fixer pendant encore environ 1 minute. Puis, comme pour narguer ceux qui verraient la vidéo, elle regarda directement la caméra. Elle murmura à nouveau quelque chose, mais une fois encore, c'était trop faible pour que l'on puisse discerner ce qu'elle disait. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle sortit de la pièce et disparut dans l'obscurité. Nathan fut retrouvé par sa femme Janelle quelques jours plus tard, qui appela la police. Après une autopsie, il fut déterminé que Nathan était mort par strangulation, comme le montrait la vidéo. Les policiers fouillèrent les lieux et trouvèrent des empreintes de pas de l'intrus. Cependant, ces empreintes furent rapidement identifiées comme appartenant à une paire de bottes de Nathan. La police n'était bien sûr pas prête à croire que Nathan avait simplement été tué par des forces surnaturelles. Elle a interrogé les voisins, les amis et les membres de la famille. Mais aucun d'entre eux ne semblait capable ou suffisamment motivé pour avoir commis ce crime. Il n'y avait aucun signe d'effraction et rien n'avait été volé dans la maison. Ils sont venus me voir et m'ont également interrogé. Mais bien sûr, cela n'a servi à rien. Bien sûr, et vous l'avez déjà peut-être compris,
Le fait que Janelle soit mon ex-petite amie était une raison de me soupçonner. Mais j'ai rapidement réfuté leur accusation. Nathan était mon ami, même s'il n'était pas vraiment un bon ami. Quel genre d'ami couche avec votre petite amie derrière votre dos? Je ne lui en veux pas pour autant, du moins pas en ce qui concerne la police. Mes alibis étaient solides, et cela leur a suffi. Cela nous amène à ma dernière règle. La règle numéro 11. Assurez-vous d'avoir épuisé toutes les autres options avant de conclure que votre maison est réellement hantée. Si seulement Nathan avait pris un peu plus de temps pour enquêter plus minutieusement sur sa maison et sur lui-même, il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Il aurait peut-être trouvé les mini-haut-parleurs sans fil cachés dans son grenier qui diffusaient les bruits de coups. Il aurait peut-être trouvé les patchs dans les conduits d'air qui libéraient de faibles doses de drogue hallucinogène dans sa maison. Il aurait peut-être détecté l'alarme à siffler pour chien qui provoquait la réaction étrange de ses chiens. S'il avait pris la peine de vérifier lui-même, il aurait peut-être trouvé des traces de succinétonium, une toxine paralysante qui, une fois ingérée, rend la personne immobile mais consciente de toute douleur. Cela aurait été difficile à détecter car même les médecins légistes ne recherchent généralement pas cette substance, sauf demande express. Peu importe comment on analyse la situation, toute cette épreuve revient en réalité à Nathan lui-même. Si seulement il avait été une meilleure personne et n'avait pas constamment rabaissé ses pairs à chaque occasion. Si seulement il n'avait pas été aussi têtu et orgueilleux. Si seulement il n'avait pas agi dans mon dos et couché avec mon ex-petite amie, ruinant ainsi notre avenir et me plongeant dans une dépression profonde et invalidante. Alors peut-être que je l'aurais aidé. Vous vous demandez peut-être s'il s'agit là de ma confession? Non, bien sûr que non. Il s'agit simplement d'une liste de suggestions et de règles qui auraient pu changer le cours des choses pour Nathan et sa famille. Ce ne sont que des explications hypothétiques, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme des preuves à charge pouvant être utilisées contre moi ou toute autre personne devant un tribunal. De plus, s'il s'agissait vraiment d'une confession, cela ferait de toute personne qui l'aurait lue un complice de meurtre. Et nous ne voulons certainement pas cela, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez ça. Et j'espère sincèrement que nous pouvons nous faire confiance à ce sujet. Après tout, je dispose d'un excellent logiciel pour tracer les adresses IP, et YouTube facilite grandement leur accès. Vous ne voudriez pas que votre maison devienne hantée, n'est-ce pas?